Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux partager une histoire, il y a un numéro WhatsApp à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. Les directs sont sur TikTok le mercredi, vendredi à 20h00, DMG TV, TikTok. Et dimanche 22 qui arrive, on va faire un live sur Facebook. Facebook DMG TV, simple, DMG TV. Et là, on va jouer 20 histoires mystiques qu'on aura écoutées sur WhatsApp. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook aussi et vous connecter à 18h sur Facebook le 22. Donc, on va commencer directement avec la première histoire sur WhatsApp ici là. Je vais vous demander s'il vous plaît, likez la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il y a des trucs qu'on peut modifier, on peut ajouter, proposer en commentaire. Merci. DMG, bonsoir. J'ai d'abord demandé l'autorisation à la concernée. Je viens parler de l'histoire de ma meilleure amie. C'est une histoire qu'on a vécue ensemble. On a vécu cette histoire ensemble. Mon amie, ma copine, ma soeur et moi, on s'est connus en 2016. Bon, moi, c'est Madame Mango. En 2016, dans une église de la place, une église de réveil. J'y suis allée pour une circonstance particulière et j'ai fait sa rencontre, je l'ai connue. Nous sommes devenus amis, nous sommes devenus sœurs. Et ma soeur en question, je vais l'appeler Nanangon. Donc Nanangon, c'est un nom d'emprunt à une très bonne situation sociale. Elle travaillait dans un organisme, dans une organisation très prestigieuse. Elle avait un très bon poste. Son mari est aussi quelqu'un de très nanti. Ils étaient mariés légalement, ils avaient une fille. Et donc en 2016, Nanangon et moi on se rencontre à l'église. Le temps a passé. Et quand nous étions allés dans l'église, là c'était l'église d'un prophète. Le prophète lui a dit, le Seigneur me demande de te dire d'arrêter de trop publier ta vie sur les réseaux sociaux. Elle a pris ça comme la blague. Elle a dit, ah bon, ok, j'ai compris. Comme d'habitude, quand Dieu nous avertit, on fait des choses à notre guise. Voilà, Nanangon. En 2019, un jour, elle m'appelle. D'abord, je suis sortie du pays, j'ai voyagé. Bon, on est resté en contact. Je suis rentrée en fin 2018. Donc, en 2019, elle m'appelle, elle dit, donc, je veux te voir. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu viens à la maison ou je passe chez toi. Elle dit, oh, Amungo, laisse-moi venir chez toi. Donc, quand elle arrive à la maison, elle me dit, où tu me vois là, chaque fois que tu me posais des questions sur ma vie, qu'on discutait, il y avait tellement de choses que je ne te disais pas parce que j'avais honte. Je lui ai dit, ah, tu es ma soeur, comment tu vas avoir honte de moi ou tu vas avoir honte de me dire des choses? On se connaît quand même, on a partagé beaucoup de choses, tu es ma soeur. Elle dit, ah, où tu me vois là? Mon mari est parti de la maison, ça fait déjà 2 ans. Après 2017, là, 2018, 2019, mon mari est parti de la maison. Ta fille, donc sa fille, l'enfant en ce moment, ça ne va pas. On m'a renvoyé du travail. Et quand je l'ai vue, elle était très amaigrie. J'ai dit, est-ce que tu as essayé d'appeler le prophète? Ah, je vais souvent à l'église, mais pour le voir, c'est un peu difficile. Mais bon, en même temps, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je ne vois pas trop le côté mystique parce que mon mari aussi, il a beaucoup de copines. Peut-être. Bon, elle a voulu justifier humainement parlant. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit, non, il faut qu'on aille à l'église. Arrivé à l'église, je voulais qu'on rencontre quand même le prophète.
Le prophète était en déplacement, donc nous sommes restés là. Et heureusement qu'elle n'était pas en location, donc c'était la maison qu'elle et son époux avaient construite. Mais c'était difficile, elle ne travaillait plus, elle n'avait plus de revenus. L'enfant était malade, donc tout ce qu'elle avait comme économie était parti dans les soins de l'enfant. Un jour, elle m'a dit, ah, c'est compliqué. Je dis, viens, tu vas habiter avec moi à la maison. Quand elle est venue habiter chez moi, je vous assure que DMG, son état de santé s'est détérioré. Au bout de 2 semaines, maintenant on avait perdu environ 10 kilos. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant, un bon matin, l'enfant était souvent malade, ça allait, ça allait un peu, voilà. Mais un matin comme ça là, comme moi aussi j'ai un enfant, j'ai un garçon, donc j'apprêtais les enfants pour les emmener à l'école. Quand je veux laver ma fille comme ça, la fille de ma soeur, l'enfant tombe dans mes bras, l'enfant devient glacé. J'ai crié, non, pour ma partir. Nous sommes allés dans une clinique parce qu'ici là, au Gabon, les hôpitaux d'ici là, si tu as envie de mourir, bon bref, les hôpitaux d'ici là sont compliqués, les hôpitaux généraux. Donc on est allé dans une clinique, arrivé à la clinique, on dit, l'enfant est dans un coma profond. Il faut 3 millions, machin. Il faut commencer à payer. On a dépensé les sous, je vous assure. Ma soeur et moi, on a dépensé. On essaie d'appeler le père a bloqué. Même mon numéro, quand j'appelle, j'avais un autre numéro où j'appelle. Ah oui, allô, c'est qui? Il dit, je dis non, c'est moi, c'est mon gars. Il coupe l'appel. J'envoie le message comme, ok, ouais, il y a ta fille, j'explique la situation. Le gars n'a jamais répondu. L'enfant est resté dans le coma pendant 3 mois. Pendant 3 longs mois, l'enfant est resté dans le coma. Ça n'allait pas. Mon gars aussi, Nanangon aussi, malade. Elle était devenue que les os. Elle-même aussi hospitalisée, soins intensifs. J'ai dit, j'essaie d'appeler sa famille. La famille, quand j'appelle les parents, qui? Pour qui? Elle, quand elle avait l'argent, est-ce qu'elle avait notre temps, machin? La famille africaine, mauvaise comme elle est. Est-ce que, machin, ils ont laissé ma soeur là. Donc je me suis retrouvée avec 2 gros problèmes comme ça là. Je fais comment? Jusqu'à ce que j'ai appelé le prophète. J'ai dit, papa, pardon. Oh non, je suis encore en voyage d'église à une convention internationale. Donc là, je ne sais pas comment on va faire. Il dit, papa. Il dit, et quand j'ai appelé le prophète, c'était dimanche, on était à l'hôpital avec les 2. Il me dit, en tout cas, je lui ai expliqué brièvement l'histoire. La situation est urgente. Il me dit, mercredi, je t'appelle à 20h. Donc, j'ai essayé d'expliquer à Nanangon que, Nana, pardon. Essaie un peu d'être, même essayer de t'asseoir parce qu'à 20h, on va parler avec le prophète. En temps, je me suis mis aussi à prier. Je dis, Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu guéris. T'appartais, mais ce soir à la croix, nous sommes guéris, tout ça. J'ai prié. Ça n'allait toujours pas. Voilà, mercredi comme ça. Le prophète appelle vidéo. On était à l'hôpital. C'est moi maintenant, j'étais dépassée. Moi-même, mon enfant, je l'ai laissé chez son père qui s'occupait de lui. On fait l'appel vidéo comme ça. Le prophète dit, Madame telle. Et puis il parle en anglais. Madame telle, lui. Tu te rappelles qu'en 2016, telle date, je t'ai dit d'arrêter de publier ta vie sur les réseaux sociaux. Oh oui. Voilà ce que Dieu me montre. Le prophète a dit que son mari, je vais appeler son mari, ou bien, c'est un nom d'emprunt, son mari avait une chisa. Et quand la chisa de son mari, elle passait son temps à mettre, à chaque fois qu'elle voyage, elle met les photos sur Facebook. Donc la dernière fois, elle a emmené son enfant, sa fille, à Disneyland Paris. Je ne sais pas si on peut dire ça, dans un grand parc national en France, à Disneyland Paris. Elle a filmé les photos avec l'enfant à Disneyland Paris et tout. Elle a mis ça sur sa photo de profil Facebook. C'est là où le prophète a dit que tu avais, le Seigneur montre que sur Facebook, tu avais une photo où l'enfant avait un pull rouge avec les cornes des cornes des elfes, là, les choses de Noël là. Toi-même, tu avais un haut pointillé avec une coupe carrée. Le prophète a décrit la photo là. Elle dit oui. Il dit la photo là, je vois ça au Congo.
ton mari a une maîtresse, une chisa. Donc la chisa de ton mari a fait la capture d'écran de la photo là. Et aller au Congo, elle a décidé, elle a planté ton nom. D'abord, avant de prendre la photo, elle allait voir le Nganga, elle a dit au Nganga qu'elle veut te nuire. Le Nganga dit, pour que tu puisses la nuire, il faut avoir sa photo, mais ne vole pas la photo, il faut avoir une photo qu'elle te donne. Mais elle ne connaissait pas la chisa, la chisa du mari ne connaît pas Nanangon. Elle n'est jamais rentrée dans la maison de Nanangon et son mari. Et là, le Ganga a dit que si elle met une photo, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est comme si elle donne l'accès à toutes les personnes qui vont la lire là, que la photo là, c'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour eux. Donc voilà pourquoi elle a pris la photo que la Tila, elle-même a mis la photo là sur son Facebook. La Artiste a pris la photo de Nanangon. Elle a emmené ça au Congo là-bas chez le Ganga. Le Ganga l'a détruit. L'enfant ne faisait qu'il a dit. Le prophète a dit que l'enfant là, d'ici demain à midi, l'enfant là-bas va mourir. Il faut te lever dans la prière. Elle était seulement, on était déjà presque morte. Les yeux en train de pleurer. J'ai dit, prophète, mon Dieu, c'est le Dieu qui donne vie aux gens seulement desséchés. On va prier. Toute la nuit, il a fallu nous voir comme on était dans une clinique privée. Donc, on avait la chambre selon la prière. Le prophète nous a donné des orientations de prière. On a prié. Maintenant, on commençait à avoir un peu de force, mais on était toujours fatigué. Le lendemain matin, vers 9h, l'enfant est sorti du coma, l'enfant s'est réveillé. Mais l'enfant était toujours fatigué. On a prié, je vous assure que. On a prié jusqu'à ce que le fétiche que la Chizala est allée implanter avec la photo de Nana Vanessa et sa fille, dans le but de prendre le mari. Parce que le mari était vraiment. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait environ 50-60 millions par mois. Voilà comment on a prié pour... pour le foyer de Nanangwe. L'enfant s'est réveillé du coma. Dieu merci, petit à petit, les deux sont revenus à la vie en bonne santé. 3 mois plus tard, voilà, Obian revient. Qui est Nanangwe, ma femme. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment je me suis fait. J'ai fait pour me retrouver dans une maison avec une femme. Je n'ai rien compris. Le matin, je me suis réveillée. J'ai eu l'impression que mes écailles sont tombées de mes yeux. J'ai dit, toi c'est qui? Oh non, c'est moi ta femme, machin. Il s'est rappelé de sa femme. Il s'est rappelé de son enfant. Il est revenu habiter chez eux. Grâce à Dieu, la famille a été reconstituée. Je n'ai ni perdu ma soeur, ni perdu l'enfant de ma soeur. C'était un peu ça le témoignage pour dire que nous qui aimons mettre nos vies sur les réseaux sociaux, là, faisons attention. Sur Facebook, ce n'est pas tout le monde qui sont nos amis. Si vous voulez mettez même les photos anonymes, arrêtez de montrer votre richesse aux gens. De voir la Libreville est mauvaise. C'est l'histoire de ma meilleure amie. Parce que je ne sais pas, elle a peur de témoigner, elle a peur qu'on reconnaisse sa voix. Mais je crois qu'elle doit quand même témoigner. C'est ce que Dieu a fait dans sa vie. Merci beaucoup pour l'histoire, merci pour le témoignage. J'espère que vous avez compris le message. Les gens qui postent tout le temps à tort et à travers sur les réseaux là. Donc, likez la vidéo, partagez, commentez, merci. On passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite histoire à raconter qui concerne une amie. Je marchais avec une fille il y a de cela 7 ans. Elle était comme ma meilleure amie. Et elle, par derrière, elle marchait avec une autre fille qui était vraiment sa copine. Elles avaient le teint de leur. Elle était métisse et sa copine était très brune. Alors une fois, paraît-il que sa copine vivait avec un serpent avec qui elle dormait, qui lui donnait franchement de l'argent. Alors un jour, elle se lève et s'il vous plaît, paraît-il que le serpent devait avaler des œufs chaque midi. Chaque midi, midi 00, le serpent doit avaler les œufs. Alors elles font le programme pour Mokolo, marché Mokolo. Quand elles font le programme, vous-même vous connaissez le marché Mokolo. Si tu as un programme vraiment, ne pars pas à Mokolo parce que tu vas rater ton programme ou tu seras en retard. Alors, elles se lèvent avec ma copine, elles vont à Mokolo faire les achats.
Et quand elle regarde l'heure, elle se rend compte qu'il est midi 3 minutes. Midi 3, midi 5, quelque chose comme ça. Elle sursaute. Elle dit à sa copine, qui est ma copine, oulala, oulala, oulala. Aïe, 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 qu'est-ce qui arrive là? Il est quelle heure? Elle demande l'heure à ma copine. Elle se dit que elle, sa montre n'a pas d'heure. Ma copine lui dit, il est midi 5 déjà. Elle dit non, c'est pas possible. Elle commence à chauffer au marché. Elle marche et se tape. Elle emprunte une moto. Quand elle emprunte une moto, elle arrive. Elle entre dans sa chambre. Elle ouvre la chambre. Elle entre dans sa salle de bain. Elle se lave. Elle se lave. Elle se parfume. Bizarrement, ces gens-là, je crois qu'ils ont un parfum spécial. Il faut se parfumer pour appeler le serpent, je me dis. Hein. Elle se parfume. Elle va sur son lit. Elle pose les yeux à l'entrée de la porte. Midi 30, le serpent n'est pas là. 14 heures, le serpent n'est pas là. Elle commence à appeler le serpent avec des petits noms. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Nanani, nanana, je suis désolée. C'est monté, c'est descendu. 18 heures, le serpent n'est pas là. Le serpent vient à 20 heures. Quand le serpent vient, elle est toujours scotchée sur son lit. Hein. Quand le serpent vient, il refuse de manger les œufs. Il s'en va directement faire l'amour à la fille. Je ne sais pas s'il y a eu rapport sexuel, je ne sais pas parce que en ce que je sache, c'est que la fille est morte. Mais avant de mourir, elle s'est confessée chez ma copine. Et elle a eu à raconter que voilà, elle sait que son jour est arrivé vu que le serpent a refusé de manger les œufs. Voilà, dès qu'elle s'est confessée, elle n'a pas fait 3 jours. Elle est morte. Elle est morte. Et quand elle meurt, sous son lit, on découvre énormément de mallettes d'argent. Je dis les mallettes d'argent. Les mallettes d'argent. Donc, c'est une petite histoire. Je n'ai pas été longue, j'en ai tellement. Mais je commence par ceci. C'est juste pour nous sensibiliser à nous, les jeunes filles, hein, parce que à ça, on a le gros cœur. Si ce n'est pas les sugar daddy, on va s'accrocher sur les serpents. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire l'amour avec le serpent. Mais ça, c'est la sorcellerie. Je te dis, ces filles marchaient toujours ensemble. Et ma copine là avait énormément d'argent, elle aussi. Mais je ne fouinais pas sa vie, quoi. Elle sortait beaucoup avec des grands types. Elle est sortie avec des ministres. Elle est sortie avec, je ne peux pas citer, des grands types. Mais par rapport à sa copine, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment elle fonctionnait. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, vraiment, ayons l'esprit du discernement. Prions vraiment pour ça parce que le dehors fait peur. Bonne soirée, DMG. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Laissez vos commentaires. Voilà comment quelqu'un... Voilà les conditions ici dehors. Hein. Donc, c'est que la pluie ne doit pas te toucher. Donc, c'est que tu dois coucher avec le chien. Tu dois coucher avec ta mère, avec ton père. Vraiment. Pour avoir quoi là? L'argent. Ok. On passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonne année à toi, beaucoup de bonheur dans ce que tu es en train de faire et bonne année à tout le petit village ici réuni. Voilà, donc DMG, je reviens encore avec une 3e histoire pour te conter l'histoire de mon oncle. Dans les années 93-94, on habitait à Huilansville, un quartier d'Abidjan, voilà, de la commune d'Adjamé, pour ceux qui connaissent. Et j'ai mon oncle qui avait une grande cour dans sa maison, une grande cour arrière et une grande cour avant. Et dans la cour avant, les enfants, après 18 heures, les enfants n'avaient pas le droit de venir parce ils transformaient ça en maquis. Et il y avait des clients, il y avait du monde tout le temps, il y avait du monde. Des clients venaient de partout.
Bon, on se disait que comme le coin était bien caché, était bien couvert, donc les gens venaient. Tout le monde venait affluer de partout. Et un soir, vraiment longtemps après, il y a sa fille qui est arrivée. Et il y avait un client, j'ai oublié, il y avait un client qui venait toujours. Il prenait sa bouteille de vin. À l'époque, c'était les vins Val-Pierre, je ne sais pas si ça existe encore. Il venait, il prenait sa bouteille de vin, il s'asseyait là, il buvait tranquillement. Après, il partait, il était tout en solitaire. Et un jour, la petite, elle vient, elle devait avoir 5-6 ans. Elle arrive, elle voit le monsieur, elle commence à crier. Le monsieur là, il est mort. Le monsieur là, il est mort. Et tout le monde vient. Mais quel monsieur? Elle dit, le monsieur qui est assis là-bas, le monsieur est mort. Le monsieur qui est assis là-bas, le monsieur est mort. On dit, ah, le monsieur ne s'est pas levé, il n'a pas retourné sa tête, rien. Il a fini de boire. À l'époque, la bouteille de vin, elle coûtait 800 francs, un truc comme ça. Il s'est levé, il a payé sa bouteille, il a pris sa monnaie, il est parti. Depuis le départ du monsieur Diem, plus personne ne venait dans le maquis. Et c'était pas que le maquis, mon oncle avait aussi un magasin de pièces détachées. Plus personne n'allait là-bas. Tout est tombé. Tombé, quand je te dis tombé, tout est tombé. Il n'y avait plus rien. Mon oncle à l'époque avait 2 femmes. Et c'est les femmes qui faisaient à manger. Et puis bon, ces garçons vendaient la boisson. Les 2 femmes, chacune est partie dans sa famille. Mon oncle même finalement a tout perdu. Tout perdu. Tout. Mais quand je te dis tout, c'est vraiment tout. Les enfants ne partaient plus à l'école. Il a perdu la maison. Même les plantations au village. Tout avait disparu comme de la fumée. Mon oncle, au final même, il est venu vivre avec nous en famille, chez mes parents. C'était, je sais pas. Au final, mon oncle, il est devenu fou. Et il est mort comme ça, cogné par une voiture. Et jusqu'à présent, cette malédiction même suit ses enfants, ce qui est vraiment, je sais pas. Et les gens disaient, ah, peut-être qu'il est parti, il avait signé des pactes et tout. Mais au final, en grandissant, on se disait que c'était peut-être un bon génie. Quelqu'un qui venait lui apporter de la chance et tout. Et depuis le départ du monsieur, ben, le monsieur est parti avec tout. Le monsieur est parti avec tout. Ses enfants ont eu du mal à se marier. Et c'était compliqué. Après, ils ont commencé à prier. Son fils est devenu pasteur. Je peux te dire que depuis le départ de ce monsieur, il a vécu un calvaire jusqu'à sa mort. Et même après sa mort, ses enfants payent toujours le prix fort, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça signifiait. Voilà. Franchement, on n'a pas trouvé le fin mot de l'histoire. D'autres disaient qu'il avait touché un fétiche. D'autres disaient qu'il avait brûlé une plantation. Bon, il y a eu tellement de choses qui se sont dites. Et au final, on n'a vraiment pas trouvé le fin mot de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Je te parle des années 93, 94. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est ma 3e histoire que je voulais vous raconter. Et puis vraiment, partageons, parce que moi, il y a quelqu'un qui a partagé, je suis tombée dessus. Ça m'a beaucoup aidé. Partageons pour que d'autres personnes soient aussi édifiées. Voilà, donc je voulais te souhaiter bonne continuation. Merci, et puis à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, l'histoire là, vraiment. Et moi, je me dis, peut-être je peux me tromper. Hein. Je me dis que ton oncle n'est pas innocent dans tout ça. Hein. C'est juste mon idée. Hein. Parce que si il y a un mort qui vient tout le temps dans son restaurant et que le jour où on l'identifie, tout s'écroule, ça veut dire que quelque part, c'est le mort là qui ramenait les clients. Qui sait? Peut-être ton oncle l'a vendu, ce monsieur-là, et son travail était de ramener les clients chaque fois qu'il venait. Du coup, quand ça a été mis à jour, il ne ramène plus les clients, tout s'écroule. C'est ma logique à moi, et après je peux me tromper. Mais sinon, dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que c'est un génie, c'est un ange, c'est quoi? Allez, proposez en commentaire, on va faire ça. Je vais lire les commentaires aussi. Donc, on continue. 4e histoire.
Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté des DMG. Je suis gabonaise et je vais raconter une histoire qui s'est passée à Libreville il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans de cela, je passais en classe de seconde et j'ai dû aller vivre chez mon grand frère pour me rapprocher de l'école. Mon grand frère, il avait 2 enfants, 2 garçons, le plus grand qui avait 9 ans et le plus jeune qui avait 6 ans à l'époque. Le plus jeune, je vais l'appeler Bodi parce que l'histoire le concerne directement. Alors Bodi avait pris l'habitude de jouer seul. C'était pas trop de son vouloir, mais c'était plus parce que son grand frère qui avait 9 ans, lui, il pensait que il était déjà trop grand. Donc jouer avec son petit frère, c'était comme si il était enfant. En fait, il n'aimait pas ça. Donc la plupart du temps, il ne jouait pas avec son frère. Donc Bodi se retrouvait souvent seul, à jouer tout seul. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Donc, un soir, pendant qu'on était en train de dormir, parce que je dormais dans la même chambre que les 2 garçons, ils avaient leur lit superposé et moi j'avais le mien à côté. Donc, comme je disais, un soir, pendant que nous étions en train de dormir, il était tard. Il était vraiment tard parce que tout le quartier était très calme. Tout le monde était dans sa maison déjà en train de dormir. Donc, nous sommes réveillés par des cris. Quand on se réveille, on constate que c'est Bodi qui est en train de crier. On se demande ce qui se passe. Bodi est en train de crier En fait, je n'avais jamais vu quelqu'un crier, je n'avais jamais vu un enfant avoir peur à ce point. Il est sorti de la chambre en criant. Il s'est mis au salon. On est tous sortis de nos chambres. Et son père et la femme de son père et nous qui étions dans la chambre des enfants. On est tous sortis. Il n'arrêtait pas de crier. Papa, il est là, papa, il est là, il est là, papa. En train de pointer du doigt à quelque chose qu'aucun de nous ne voyait. Ni son grand frère, ni moi, ni les parents. Personne n'arrivait à voir ce sur quoi il est en train de pointer du doigt. À un moment donné, il a ouvert la porte centrale, il est sorti de la maison. Il s'est mis dehors. Dehors, il n'y avait personne, le noir total. Et enfin, il y avait un lampadaire qui éclairait. Donc, quand le père a vu ça, tellement le père, il était incrédule aussi. Il s'est mis à crier. Mais Bodi, qu'est-ce que tu fais? Viens ici, rentre dans la maison, ferme la porte. Il ne comprenait pas du tout. Et moi, je ne comprenais pas du tout. C'est vrai que j'ai vécu des choses paranormales, mais à ce point, je n'avais jamais vécu ça. Je ne comprenais pas. Et je ne faisais pas encore autant de recherches que je fais maintenant sur le monde spirituel et tout pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, je ne comprenais rien du tout. Bodi, étant dehors, était toujours en train de crier. Papa, il pointait du doigt à quelque chose. Papa, il est là, papa, il est là. Ça a duré comme ça pendant plusieurs minutes. À un moment donné, il est revenu dans la maison. Il a fermé la porte centrale comme s'il voulait enfermer quelque chose dehors. Arrivé au salon, le père l'a attrapé. Il était toujours en train de crier, de pleurer. Le père a essayé de le calmer de toutes les manières, mais c'était vraiment compliqué. À un moment donné, le père l'a amené dans sa chambre, ils ont fermé la porte. Et nous sommes rentrés dans la nôtre. Et vu qu'à un moment donné, on n'entendait plus du tout de bruit, donc on s'est tous endormis. On s'endort. Le lendemain matin, dans la journée, mon grand frère, il nous raconte, il me dit, voilà, il y a quelques jours de cela, j'étais en train de regarder mon album photo et il y a Bodi qui était à côté de moi en train de regarder l'album photo avec moi. À un moment donné, nous sommes tombés sur la photo de mon filleul et moi. Donc le filleul, pour ceux qui ne comprennent pas, excusez-moi, c'est en fait quand un enfant prend le baptême, il doit avoir un parrain et une marraine. Donc le parrain, c'était mon grand frère.
Donc l'enfant en question, il avait 5 ans à l'époque. Il avait 5 ans lorsque mon grand frère l'a parrainé. Donc lorsqu'il tombe sur la photo, Body s'écrie « Oh papa, c'est mon ami !» Le père regarde, lui dit « Quoi ?» Il dit « Mais papa, c'est mon ami, il vient souvent jouer ici. » Le père lui dit « Mais toi, qu'est-ce que tu racontes ?»« Mais papa, il vient souvent jouer avec moi. On joue souvent ensemble à la cour là. » Le père lui dit « Mais non, lui il est mort depuis. Il est mort, toi tu étais encore bébé. Il vient souvent jouer avec toi comment ?» L'enfant insiste que « Mais papa, non, il vient souvent jouer avec moi. » C'est ça que le père dit « Non, c'est sûr que tu es en train de confondre. Lui il est mort depuis. » Donc l'enfant, il était mort quelques temps après avoir pris ses sacrements. En tout cas, il avait toujours 5 ans quand il est décédé. Donc, toute la scène qu'on a vécue la nuit là, c'était parce que l'enfant avait enregistré que le petit garçon qui vient souvent jouer avec lui est décédé. Donc, le jour que la scène s'est passée, la nuit, excusez-moi, la nuit de la scène, en fait, l'enfant décédé est revenu pour jouer avec Body. Et vu que le père avait déjà dit que l'enfant dont tu parles est décédé, donc quand le petit garçon est revenu pour jouer avec Body dans la nuit, Body a pris peur. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu toute cette scène-là. C'est ça mon histoire. Et juste conseiller les parents pour leur dire qu'il faut faire très attention à vos enfants. Les histoires d'amis imaginaires, il faut arrêter ça. Amis imaginaires, c'est souvent des fantômes qui viennent jouer avec vos enfants. Si vous avez des enfants qui aiment jouer seuls et vous avez l'impression qu'ils sont toujours en train de parler avec quelqu'un ou qu'ils jouent avec quelqu'un d'autre, faites très attention à vos enfants. C'est ça mon histoire. Alors, likez et partagez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Tu as un enfant qui est tout le temps en train de rire seul, en train de pleurer à une certaine heure. Un enfant qui se comporte bizarrement quand il est seul. Essaye de regarder. Regarde parce que c'est pas toujours simple. Soit ton enfant a un problème mental, soit il est en train de voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Et les enfants, ce côté-là, ils peuvent voir des choses que nous, on ne voit pas. Les enfants et les animaux. Donc, je vous invite à être prudent. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Voilà un peu des messages qu'on peut passer. Que tu sois de quelle religion, ce genre de message te concerne. Voilà, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMJ. Je venais vous raconter mon histoire. Moi, je suis du Burkina Faso. Maintenant, je venais vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme tellement qu'il était assoiffé par le besoin d'avoir l'argent comme certaines personnes le font mystiquement. Il était allé jusqu'à faire des pratiques mystiques, des rituels pour se rendre riche, pour être très riche. Et cette histoire était tellement bouleversante que ça a été distribué de partout et de nulle part. L'histoire était que cet homme, il vivait dans une ville qu'on appelait Sankiensé. Et il vivait avec sa femme et ses enfants. Tout allait bien. Et cette ville Sankiensé, c'est une frontière qui est entre le Burkina Faso et le Togo. Voilà, le Burkina Faso et le Togo. Et comme il était assoiffé par le besoin de se faire beaucoup d'argent et tout, comme on le sait bien, il est parti faire des rituels et tout, et il est devenu riche. Mais le souci est que quoi? Le souci est que en temps, on voyait qu'il devenait de plus en plus riche. Mais il y avait des pertes de gens. Une famille peut aller communiquer à la radio que non, j'ai perdu ma fille, il y a des jours de cela, aidez-moi à la rechercher. Certaines personnes aussi parlaient, dire que non, j'ai perdu mon petit garçon. Même des grandes personnes se perdaient dans la ville comme ça au hasard.
Et les gens se posaient des questions, mais c'était bizarre, jusqu'à on a alerté la gendarmerie, la police et tout. Mais la disparition ne faisait que s'empirer de jour en jour. C'était là que maintenant, un jour, il a eu le malheur, oui, le malheur de tuer son enfant. Il a tué son enfant, c'est comme on le fait souvent, comme je l'ai bien dit, avec certaines personnes là. Ils font des trucs, ils partent faire leur rituel et tout. La femme tombe malade, tout, et paf, l'enfant est parti. Il a fait ça. En plus, il a fait ça avec sa femme. Bon, comme c'était des gens, excusez-moi pour le mot, bon, comme c'était un homme musulman et tout, il avait plusieurs femmes. Donc, il a commencé à bouffer son enfant, bouffer sa femme et tout. Et les gens se posaient des questions et tout. Mais son erreur était qu'une fois, il est sorti. Et il a laissé une de ses chambres vide. Et cette chambre vide, c'était qu'il faisait des pratiques rituelles dedans. Il faisait ces trucs mystiques-là. Et la femme, sans le vouloir et le savoir, elle est rentrée. Juste comme ça. Et pourtant, son mari les interdisait de rentrer dans cette chambre-là. C'est une histoire qu'une dame même a racontée dans cette ville, 115 là. Et maintenant, la dame est rentrée, paf, elle voit des trucs mystiques et tout, des crânes, elle s'est mise à crier. Et ça a alerté la population de la ville qui sont venus discuter. Et la dame se mettait à pleurer, tout. Et quand l'homme venait maintenant, il a vu qu'il y avait du monde devant sa porte. Il s'est mis à poser des questions. Il a voulu s'enfuir. C'est dans ça que la population s'est mise à lui lapider des cailloux de partout, lui tabasser, lui frapper. La gendarmerie même a intervenu, mais c'était déjà trop tard. Ils l'ont tellement malmené que il était blessé de partout et il avait de la viande qui tombait de partout et tout. Tellement, pour ce qu'il a fait, on l'a tellement malmené. Et j'ai oublié une chose, vous voyez souvent en Afrique ici, on a nos jeunes filles souvent qui portent les assiettes, qui vendent des oranges et des pommes, des bananes sur la tête et tout. On a retrouvé ces assiettes dans cette chambre mystique-là. Donc, mon histoire a été courte, c'est juste pour dire que faisons très attention comme on le dit bien. Le dehors est dangereux. Le dehors est très dangereux. Faisons attention à nos enfants, à nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Donc, faisons attention à nous et prêtons attention à nous. Je vous reviens pour une autre histoire. Merci et bonne suite de soirée à vous. Voilà, merci beaucoup pour le conseil. Faisons attention à nous et à nos enfants aussi. Donc, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis souvent, on va dire ça, hein, je suis souvent tes vidéos là sur Facebook, sur TikTok, tes lives là, mais je sais pas trop comment ça marche TikTok. Donc du coup, j'arrive pas à monter pour raconter des histoires. J'en ai des histoires, j'en ai quelques-unes en fait. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, vu que c'est ma première fois. Je ne vais pas trop parler, je vais raconter juste une toute petite partie de mon histoire. Voilà, mais je ne dirai pas mon nom, je ne dirai pas le nom de cette personne de qui je viens parler. C'est une histoire passée. C'est une situation passée. Donc, voilà. Dans le passé, j'étais... Non, je ne parle pas de ça. Dans le passé, j'ai rencontré un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi. Parce que moi, j'étais en cette période-là, j'étais encore très jeune. J'ai rencontré un homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Et physiquement parlant, hein. Et puis, il faut dire qu'il ne faisait pas son âge. Voilà. Et quand j'ai rencontré cet homme-là, il y a eu le feeling qui est passé. Tout était bien.
En tout cas, ça captait quoi en fait. Ça collait, on s'entendait bien, la communication, tout était... Il n'y avait rien à dire. Donc sur ce plan-là, tout allait bien. Et on a plus fait connaissance au fil des jours, au fil des semaines, on a plus fait connaissance. Et un jour, je lui ai posé un problème, je lui ai posé un souci me concernant. Et il n'a pas eu de problème à ce sujet-là. Il m'a aidé comme il pouvait. Et un jour, il m'a contacté, il m'a demandé qu'on se voie. Et quand on s'est vu, il m'a remis une enveloppe d'argent. Et c'est comme ça, j'ai pris l'enveloppe. J'étais toute heureuse, hein. Je lui ai dit merci, tout ça, machin. J'étais contente. Et là, on est resté, on a discuté un peu, on a bu, tout ça. Et après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, bon, on était toujours en contact, on parlait, tout ça. Et il m'a demandé de venir connaître chez lui. Et j'ai pas eu de problème à ça d'aller connaître chez quelqu'un. Surtout en cas de problème. Il faut connaître chez une personne pour... Et c'est comme ça que je suis partie. C'était un professeur, je souligne. Et c'est comme ça que je suis partie chez lui. Quand je suis arrivée, il y avait rien dans son appartement, hein, c'était vide. Après, il a dit il avait eu un souci, machin, tout ça, c'était pas à mon niveau. Et il m'a reçu dans sa chambre. Et là, on est resté à regarder la télé, on est resté à discuter, à parler, à papoter de tout, de rien, tout ça. Et il a vu en moi une belle personne. Il a vu en moi la personne que j'étais, la personne que je suis vraiment. Et là, il a commencé à me faire des compliments, à m'apprécier beaucoup pour ce que je suis. Voilà. Et ce que j'ai constaté en fait dans la chambre de ce monsieur-là, parce que après ça, j'ai eu envie d'aller uriner. Et c'est comme ça, il m'a montré la route, parce qu'il y avait des toilettes dans sa chambre. Donc quand je suis rentrée dans les toilettes pour aller faire pipi, je me suis rendu compte que en fait, il avait plein de bidons, plein de gros et petits bidons dans sa douche. Et il y avait des bidons dans lesquels il avait mis des liquides noirs et d'autres qui étaient attachés dans un sachet. J'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, après, j'ai pas prêté trop attention. Et quand je suis sortie, en sortant de la douche, j'ai vu encore aux cheveux de son lit, là, par terre sur le sol, j'ai vu encore un bidon rempli à moitié de liquide noir. Avec un autre truc, en fait, à côté, quoi. Et là, j'ai commencé à... J'ai dit, tout ça, c'est quoi encore? Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est des médicaments, c'est quoi? En fait, je le disais dans mon cœur. Voilà. Et après, je me suis assise, hein, on était assis devant la télé, tout ça. On était assis, devant la télé. Et c'est comme ça, on regardait la télé, on parlait, tout ça. Et après, il a fait tard. Et moi, j'ai dit que je veux rentrer. Et il m'a raccompagné, j'ai pris un taxi, je suis rentrée chez moi. Et dans nos échanges, dans nos SMS, tout ça, le monsieur me dit que on peut se voir tous les jours, sauf 2 jours de la semaine. Il m'a donné ces jours de la semaine où on ne pouvait pas se voir, où je n'avais pas le droit de venir le voir. Ou même si je venais le voir, je n'avais pas le droit d'avoir accès à sa chambre. Je n'avais pas le droit de rentrer dans sa chambre. J'ai dit, mais attends, tout ça c'est quoi? Et il arrivait des moments, ces jours-là, je ne partais pas le voir. Hein. Et après, c'est arrivé des moments où j'avais envie de le voir. Et souvent, quand j'insistais là, ça tombait dans ces périodes où il ne voulait pas en fait que je vienne chez lui. Et souvent, comme j'insistais trop,
Il ne trouvait plus d'inconvénient maintenant que je vienne le voir, que je parte le voir. Et c'est comme ça, quand j'arrive, il me dit, tu rentres pas dans la chambre. Donc du coup, il me recevait au balcon. On restait là-bas assis pendant des heures, même sa chambre étant ouverte, restant assis pendant des heures. Et quand j'ai envie d'uriner, que je vais aller uriner, il me dit, attention, ne rentre pas dans la chambre. Je t'ai déjà dit de ne pas rentrer dans la chambre. Si tu rentres, tu seras responsable de la suite. Tu seras responsable de ce qui va t'arriver ou de ce qui peut arriver. Donc tout ça, ça me faisait peur un peu. Moi, je suis quelqu'un de curieuse. Mais après là, je dis, je ne peux pas abuser de ma curiosité pour ne pas moi-même me créer des problèmes après. Donc du coup, jamais je suis rentrée dans sa chambre. Quand il m'interdisait de ne pas rentrer, je rentrais jamais dans sa chambre. Mais je me posais des questions. Mais après, je passais quoi en fait. Parce que faut dire que j'étais très très jeune et puis naïve. Voilà. Donc je vais pas aller trop loin dans cette histoire-là. Mais je veux dire en fait que on périt par manque de connaissances. On périt par manque de sagesse. Lorsque tu as ton instinct, comme on dit, les femmes, elles ont un sixième sens. Lorsque tu entends une voix qui te dit ne pars pas là où tu veux partir, ou ne fais pas un truc que tu avais prévu en fait, écoute cette voix. Parce que Dieu, il ne va pas descendre pour venir te parler. Si toi, tu as eu la chance de ressentir ça, c'est une grâce. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance de ressentir que là où ils vont, là, c'est un danger. On est d'accord? Alors, il faut faire toujours attention. Avoir la tête posée. Éviter d'être distrait. Parce que quand tu es trop distrait, là, tu risques de te perdre. Alors, je veux dire à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à toutes ces personnes qui regardent, qui sont connectées à toi. Le monde est méchant. Nombreux sont ces personnes qui sont dans des pratiques bizarres, dans des choses obscures, dans des trucs louches. Alors, il faut faire très attention. Très, très attention. Quand vous sortez déjà avec quelqu'un et que vous sentez qu'il est dans des pratiques bizarres, faut pas dire que oh, ça c'est rien. Faut pas dire que oh, il ne va rien me faire. Faut pas dire que mon chien nanani nanana. Il faut te retirer simplement. Il faut te retirer simplement parce que souvent avant que les choses arrivent d'elles-mêmes, là, il y a toujours des signes qui nous préviennent. Mais parfois on est têtu, on s'entête. On s'entête. Quand j'ai vu ça, en fait, ce sont des vidéos là que je vois souvent qui m'ont aidé, on va dire, à beaucoup plus réfléchir et à beaucoup plus faire attention. Moi, quand j'étais encore plus jeune, très jeune, j'étais beaucoup naïve. Et j'ai fait beaucoup de choses dans l'ignorance. Mais Dieu connaissant mon cœur, il m'a épargné de ces conséquences-là. Mais qui sait pour beaucoup de filles, qui sait pour beaucoup de jeunes? Alors, faites très attention. Moi, tout le monde aime l'argent, tout le monde aime le matériel, mais tout ça, ça ne vaut pas la vie. Car si la vie elle-même te quitte, tu ne pourras pas attraper toutes ces choses. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire.
Et on va passer rapidement à la 7e histoire. DMG, excuse-moi pour tout à l'heure, c'est juste que j'étais encore en train de m'occuper des enfants. Ok, je remercie le bon Dieu de t'avoir donné cette idée de créer cette page pour que certains puissent s'exprimer sur les histoires mystiques qui leur arrivent dans le quotidien. Bon, voici mon histoire. Je crois que j'avais à peine 19 ans. Je sortais fraîchement d'une déception amoureuse. Bon, voici donc, à l'époque, c'était Score à Yaoundé. Je vais au magasin Score, je vais m'offrir quelques gâteries, des chocolats. J'avais pris des chocolats, j'ai pris des biscuits, des petites choses là, juste pour, parce que je suis comme ça, quand je suis stressée, malheureuse, je veux me gaver de choses qui me plaisent, quoi. Voilà, j'achète, je passe à la caisse. Au niveau de la caisse, un jeune homme me tapote au niveau de l'épaule. Il se propose donc de payer, de régler ma facture, quoi. Bon, je vois le jeune homme, il n'est pas mal comme garçon. J'accepte volontairement qu'il règle la facture. Il règle ma facture. Vous savez bien, par politesse, quelqu'un ne peut pas régler votre facture et puis vous continuez la route comme ça. Bon, il règle donc ma facture. Après, il se propose de me déposer, de me raccourcir. Au moins, je lui dis non, je lui dis non, mais ici déjà vous avez beaucoup fait. Il me dit non, je peux vous déposer. Je dis ok, d'accord. Vous habitez quel quartier? À l'époque, j'habitais le quartier Oyumaban. Il va, il me dépose. À l'époque, je n'avais pas de téléphone. On utilisait le téléphone de la maman. Il me demande de lui donner mon numéro. Je dis que je n'en ai pas, mais quand même, on utilise le téléphone de la maman. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour le moment, on peut se joindre par ce numéro. Je lui donne le numéro de la maman. Il me donne le sien. On se sépare. Il me donne son prénom. Bon, je ne vais pas taire le prénom parce que, bon, quel qu'en soit le cas, il y a plusieurs qui ont ce prénom. Il s'appelait Eric. On se sépare. À peine peut-être 1 heure de temps, il m'appelle pour me demander si je vais bien, pour me dire que lui, il est bien arrivé. Je dis que oui, ça va aller pour le téléphone était cher, mais le gars, il m'appelle, il n'a pas peur du crédit. On cause longtemps, même pendant 30 minutes, il veut savoir les petites choses de la vie, qu'est-ce que tu fais et tout, parce qu'on n'avait pas vraiment causé. Je lui explique non, que moi, pour le moment, je fréquentais, mais mes parents ont décidé de ne pas me payer les études à cause des échecs, mais je pense que je vais reprendre l'année prochaine. Il me dit ok, d'accord, on va voir comment ça peut se passer. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il me raconte sa petite vie. Bon, lui, il est héritier, et il n'a plus ses 2 parents, il est le fils unique. Je dis ah tiens, fils unique, donc tu n'as pas de... Il n'a personne dans sa vie, il a perdu ses 2 parents et tout. Il a sa grand-mère quand même qui vit au village, mais qui vient de temps en temps. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On commence à se voir, ses restaurants, c'est ceci. Il ne m'amène pas chez lui. Il ne me demande même pas un bisou, rien. On a fait peut-être 1 mois. Je sais que je demandais, mais tu m'as dit que tu vivais seul, mais pourquoi tu ne m'amènes pas chez moi? Il dit que non, le moment va arriver. Je dis, le moment va arriver comment? Il me mue dans sa gorge que mes parents vont me dire. Je me pose la question, mais il m'a dit que ses parents sont décédés. Mais d'où vient-il que ses parents vont lui dire, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Il me dit non. C'est rien, il me fait un sourire comme ça. Bon, je laisse, mais ça m'intrigue quand même. Il me gâtait, le gars me gâtait, il me donnait de l'argent, il me donnait des petites choses. Quand j'avais besoin d'un truc, il me donne. Un jour, il me propose, bon, je vais t'acheter un téléphone. Je dis, il n'y a pas de problème. Un jour, il me ramène un Nokia, tout blanc, il vient me donner. Je prends, je lui dis merci. Il avait déjà tout mis, une SIM et tout, un numéro. Il me dit, voilà ton numéro. C'était écrit sur le carton. À l'époque, on écrivait bien les numéros sur le carton. Je lui ai dit, oh, vraiment, merci, grand merci. Et puis, on se sépare.
On commence donc à s'appeler, il y avait des messages, des SMS et tout. On s'écrivait tout bien comme de bons amoureux. Bon, peut-être que 2 mois après, il décidait de m'inviter chez lui. J'ai dit, mon Dieu, enfin je vais connaître la maison de mon chéri. On arrive chez lui à Santa Barbara, une grande maison. Il vivait avec lui et le gardien. Le gardien et un chien, un gros chien chez lui. On arrive, la maison est tellement immense. Je dis, mais comment je peux vivre dans cette maison? Je t'ai dit que je suis seule dans ma vie. Mes parents, j'ai hérité de cette maison de mes parents et beaucoup d'autres biens. Je dis, oh, ok, d'accord, on entre dans la maison, il me fait visiter la maison. On entre dans sa chambre. Curieusement, dans sa chambre, tout est noir. Les rideaux sont noirs. Bon, tout de même, il éclaire avec... en journée, hein, il éclaire, il essaie d'éclairer avec la lumière, l'énergie, quoi. Mais il n'ouvre pas les fenêtres. Je dis, mais pourquoi tu n'ouvres pas les fenêtres de cette chambre? Il dit que non, il préfère que ce soit comme ça. Il dit que non, je lui demande, pose la question, mais tu n'ailleurs, ça reste toujours comme ça sans être ailleurs. Il me dit que non, il préfère comme ça. Quand il reste dans sa chambre comme ça, il est plus mieux, ça le permet d'être concentré et tout et tout. Jusque-là, la chambre était tellement vaste, très vaste. Après, au coin de la chambre, comme ça, du côté même de la tête du lit, il y avait un coin de l'autre côté, l'autre bout du lit, du côté, bon, quand tu es couché sur le lit, du côté gauche, je vois une sorte de jarre, je ne sais pas comment on appelle ça, un grand vase, un pot, je ne sais pas trop quoi. Quand j'ouvre bien les yeux, je vois une plante dessus. Bon, je reste tranquille. Mais ça me fait quand même... Donc, dès que mes yeux vont vers la plante, ça me fait un geste, ça me donne la chair de poule. Donc, je dis non, je ne vais pas aller voir ça. Je reste de mon côté. Après un temps de moment, je vois comment il entre aux toilettes. Il puise de l'eau, il vient l'arroser la plante. Je dis, ah, tu arroses la plante. C'est même quelle plante qui est dans ta chambre comme ça. Il me dit, je te déconseille de t'approcher de cette plante. C'est un truc que mes parents m'ont laissé. Je dis, ah? Il me dit, oui, c'est un truc que mes parents m'ont laissé et je tiens jalousement à cette plante. Donc, même si tu viens ici, même si je ne suis pas là, ne touche jamais à cette plante. D'ailleurs, je ne vais jamais permettre que tu viennes chez moi si je ne suis pas là. Je dis, ah bon, mais comment tu penses qu'on va vivre nos relations? Il me dit que non, si je ne suis pas là, ne viens jamais chez moi. D'ailleurs, le gardien t'ouvrir. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je reste. Même jusque-là, rien ne se passe. Le jour-là, je me propose de lui faire à manger. Il me dit que non, lui, il a toujours à manger dans son congélateur. Il peut réchauffer, il mange. Curieusement, quand il chauffe la nourriture, là, donc j'étais tellement frustrée par tout ce qu'il me disait que... Parce que déjà, quand nous sommes entrés dans la maison, il n'était pas trop gentil comme d'habitude. Il était froid et tout, et tout, et tout. Donc, sa froideur m'a tellement intriguée et m'a frustrée que même tout ce qu'il m'a proposé, je n'ai pas pu manger. Il m'a demandé de manger. Il a mis un peu dans le micro-ondes. Il a demandé qu'on mange. Je n'ai pas voulu manger. Je n'étais pas vraiment dans mon assiette, je n'ai pas mangé, même boire même. C'est à peine si je buvais. Je buvais en petite gorgée et puis je n'ai même pas terminé. Mais quand je rentrais, j'ai eu la présence d'esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai versé mon reste de coca parce que c'est ce que je buvais. On s'est séparés. Après, de temps en temps, on se voyait, il venait à la maison. Bon, c'était déjà, quand il vient à la maison, il est toujours pressé. Bon, c'était pas grave pour moi, c'était quelqu'un qui travaillait, il me disait qu'il gérait le reste des biens que ses parents l'ont laissé et il ne veut pas perdre ses actions dans tel. En fait, je ne mettais même pas tout ma tête parce que vraiment, je commençais à tomber, je m'attachais à lui quand même, je commençais donc, tout ce qu'il faisait, son argent ne m'intéressait pas, c'est lui qui m'intéressait. Vous voyez une relation, tu vis avec un gars depuis peut-être 3 mois, il ne te propose même pas, bon c'est vrai, c'était des câlins par-ci, des câlins par-là et rien d'autre. Le reste là, rien ne se passait, même bisous, c'était bisous genre, bisous à la joue, bisous au front. Quand je veux même, il me dit non, c'est pas le moment. Moi, je te préserve pour mieux. C'était ces mots. Je te préserve pour mieux. C'est pas le moment, je te préserve pour mieux. J'ai dit, ok, d'accord, peut-être j'ai trouvé mon mari, il veut seulement m'épouser. Et quand on va se marier, on va faire nos choses de mari et femme. Un jour encore, un dimanche, je me souviens très bien de ce jour, parce que c'est un jour, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Il vient me chercher, c'était après le culte il était venu à la maison vers 16h, il vient me chercher, il me dit, allons,
je pense qu'aujourd'hui, on peut passer la nuit. Je dis, hé, tiens, on part. On arrive chez lui. Avant ça, j'ai fait mes petits bagages et tout, mes petites choses quand même. Je sais que non, je vais passer la nuit chez le gars. On arrive là-bas. Très bien, je m'installe et tout. Mais quand j'entre dans la chambre, l'Aja m'intrigue toujours. Maintenant, quand je regarde l'Aja, il y a pour la plante. Et qui est? Je me demande qui est. C'est quoi? Il y avait une plante ici dernièrement ou bien je me suis trompée. Je reste très bien. Je finis, je pars, je me lave les dents. Maintenant, à son tour d'aller se laver les dents, je dis non, il faut que je m'approche un peu bien de cette jarre pour voir. J'avais vu une plante là-bas. Quand je m'approche de la jarre, mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Un truc tout noir. Quand je regarde bien, c'est luisant. Après, quand j'ouvre encore bien mes yeux, je me rends compte que l'histoire qui est dans la jarre bouge. Donc, c'est un jarre qui bouge et qui brille et tout et tout. Quand j'ouvre bien mes yeux, je me rends compte que c'est un serpent. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Dans une chambre avec un serpent. Je reviens pendant qu'il est en train de se brosser les dents. Il se brosse les dents et tout et tout et tout et tout. Je crois qu'il s'était même lavé. Je ne sais plus. Parce que vrai, à cet instant, tu perds même les idées. Tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu ne comprends même plus rien. Je me suis habillée. Quand je m'habille, il revient, il me demande que c'est quoi. Je dis que non, je ne me sens pas bien, je veux rentrer. Et ma maman vient de m'appeler, elle me demande de rentrer, qu'elle ne veut pas que je dorme dehors. Déjà que quand on partait, je ne lui ai pas dit qu'on dormait. Il me dit, mais tu as dit que tu avais dit à ta mère, je dis que non, j'ai menti, je ne t'ai pas dit. Et elle me demande de rentrer, qu'elle ne veut pas que je dorme dehors. C'est pour ça qu'elle me dit, ok, d'accord, j'aurais bien voulu qu'on passe la nuit, mais bon, alors je te laisse, on va pas désobéir à maman. On a tout le temps, en tout cas, on a tout le temps. C'est comme ça qu'il part, il me dépose. Quand il me dépose, le lendemain, il me dit que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui demande comme quoi. Il me dit que non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là, hier, dans la nuit, quand je me brossais les dents? Je lui dis que non, rien, comme quoi. Je lui dis que non, je n'ai rien à te dire. Je sais seulement que ma mère m'a appelé et puis j'ai voulu rentrer. Il me dit que ton histoire que tu me racontes là, j'espère qu'elle est vraie. Je lui dis que comment elle ne sera pas vraie. Pourquoi? Elle est très vraie. Je te dis que ma mère m'a appelé, elle m'a demandé de rentrer. Il me dit, ok, d'accord. Bonne nuit, bisous, parce que c'était la nuit. Bonne nuit, bisous, il dit bisous. Quelques jours après, je suis dans la chambre. On avait à peine fini de faire la prière. Je suis là avec le téléphone. Je jouais au jeu de serpent là. Le téléphone, vous savez, à l'époque, le téléphone n'avait pas trop de game. Il y avait que le jeu de serpent et tout, et tout, et tout, et tout. Je joue. En fait, je n'avais même pas sommeil. Vers minuit 30, non, peut-être pas, vers minuit moins, 23h30, peut-être 25 comme ça là. Pendant que j'ai le téléphone, c'est Eric qui m'appelle. Pendant qu'il m'appelle, il me dit, je suis en train d'arriver chez toi, il faut qu'on parle. Je dis, ok, d'accord. À peine je dis d'accord, il raccroche. Je suis les bruits le renflement de la voiture. À l'époque, là, c'était les petits pays que les jeunes aimaient rouler avec, les Toyota, petits pays là. Bien, sa voiture était bien, musique, le son, tout ça. Et quand il venait chez moi, quelle qu'en soit l'heure, il y avait toujours le son. Mais le jour là, curieusement, il n'arrivait pas le son. Tout est calme. Je sors très bien à Musette là. Il arrive, il me dit qu'il faut qu'on parle. Je vois qu'il est très nerveux. Il me dit qu'il faut qu'on parle. Je dis que oui, je t'écoute alors. Tu me manques beaucoup. Je dis oui, toi aussi tu me manques beaucoup. Mais je suis venue te donner quelque chose. Je veux que tu me gardes précieusement ça. Je dis, il s'agit de quoi? Il sort un genre de mallette, comme les mallettes des films là, des films là. Une belle mallette propre, toute neuve. Il me dit, tiens ça, je veux que tu me gardes ça. Je dis, il y a quoi dedans? En fait, je ne touche pas. Il me force à toucher, je ne veux pas toucher. Je mets mes mains en l'air comme ça. Je dis que non. Dis-moi d'abord de quoi il s'agit. Il me dit que bon, il va poser ça sur moi. Je dis, Eric, s'il te plaît, tant que tu ne m'as pas dit ce qu'il y a dedans, ne pose pas ça sur moi. Je ne veux pas les promesses. J'étais devenu, je sais pas, c'était un sixième sens. Je ne voulais pas toucher à sa mallette. Il me dit, ok, d'accord, je vais te montrer pour que tu te calmes. Parce que je te trouvais déjà un peu nerveuse. Là, je ne comprends pas. Il dit, non, je ne suis pas plus nerveuse que toi. Parce que toi, tu es très nerveux. Il me dit, ah bon, je dis que non, ouvre la mallette, je veux voir. Il dépose ça sur lui, il ouvre. Maman, les billets classés, les 10 000 de l'époque là. 10 000 classés, les billets neufs.
des billets flambant neufs de la banque, sortis tout droit de la banque. Je dis, hey, tout sorti, tu avais autant d'argent. Il me dit, mais c'est mon argent, je te demande de me garder ça. Garde-moi ça. Je lui dis que non, Eric, je ne te garde pas, je ne suis pas une banque. Je ne peux pas garder ton argent. Entre-temps, je constate qu'il ne fait que regarder l'heure. Il ne fait que regarder sa montre, en fait. Il tourne la main, il regarde la montre. Je trouve qu'il est nerveux. Il regarde l'heure. L'heure ne fait que passer. Je regarde l'heure. Je dis qui? Je regarde au niveau de le truc là, son tableau de bord, au niveau de la montre. Je vois qu'il y a 23h45. Il ne fait que regarder l'heure. Il cause, il veut me convaincre. Il me dit que non, je te dis que c'est un argent, mais je veux que tu gardes ça chez toi. Je dis que attends, si tu gardes ça chez toi, qu'est-ce qui se passe chez toi? On va venir te braquer. Il y a quoi? Est-ce que tu es chez toi, tu as un gardien, tu as un gros chien? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de garder l'argent chez toi? Ou alors, attends le matin, tu peux garder ton argent là-bas. Il me dit que non, s'il te plaît, garde-moi ça, chérie. Je vais venir récupérer ça demain matin. Je dis que non. Si tu peux venir récupérer ça demain matin, ça veut dire que tu peux aussi garder ça chez toi. Il me regarde, je vois comment ses yeux deviennent rouges. Il y a souvent une veine, je ne sais pas, une veine que tout le monde a ici là au niveau du front. Quand il est arrivé, il n'y avait pas la veine là, mais la veine était tendue comme quelqu'un qui est vraiment énervé. Il me regarde, il me regarde, il me regarde. Je regarde l'heure, il est à 23h50. Il regarde, lui, il ne fait que contrôler aussi l'heure. À 23h55, il me dit, sors de ma voiture. Je dis, pardon, il me dit, sors de ma voiture, je vais partir. Je lui dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je sors de ta voiture. Après, il me balance, tu ne seras jamais riche dans ta vie. Je lui dis que si c'est la volonté de Dieu, j'accepte, mais comme je sais que Dieu est un Dieu vivant, c'est qu'il a il m'a promis, il va me le donner. Il me dit, ok, d'accord, sors. Je suis sorti, c'est comme ça qu'il a fermé avec une telle violence, parce qu'il ne voulait même plus que je touche à la portée de sa voiture. Il se penche, il tire avec violence la portée de sa voiture, il ferme. Je pars tranquillement. Je me suis retournée, le regarder comment il est en train de partir. Il a démarré la voiture. Maman l'a poussé, se soulevait seulement. Il est parti. Je rentre dans ma chambre. Ma mère me demande que, mais il y avait quoi là-bas? Sans le savoir, ma mère était venue nous guetter par les NACO. Elle nous a vus. Elle allait se coucher. Elle n'a pas pu dormir parce qu'elle-même sentait que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me demande qu'il s'agit de quoi. Je lui ai expliqué, elle me dit que mince. C'est quoi cet argent qu'on vient de donner à cette heure-ci? Et je lui explique comment le gars regardait, il ne faisait que contrôler l'heure. Elle me dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle me dit, en tout cas, il faut aller te coucher, rien ne va t'arriver. Je me couche, je dors. Le matin, ma mère me dit que, est-ce que tu sais que ton type s'il venait te vendre? Je lui demande comment ça? Elle me dit que je te dis que ce qu'il venait faire là, c'est te vendre. Je dis que maman, moi, je sens que son histoire là n'était pas bien. C'est comme ça que je reste. Je reste et il ne m'appelle plus. Les jours passent, même écrit, il n'écrit plus. Après, moi aussi, je dis, je fais même quoi comme ça, il faut que j'appelle quand même pour avoir les nouvelles. J'appelle, le téléphone ne passe pas. Ok. Je prends le téléphone de ma mère, ça ne passe pas. Je vais au call box, je me dis que peut-être il nous a mis dans une liste noire. À l'époque, on mettait là la liste noire. Je pars au call box et j'appelle. Le téléphone d'Eric ne passe pas. Un gars me dit, va un peu chez lui à Santa Barbara. Je vous assure qu'une maison où je suis allé quand même plusieurs fois, je ne retrouve pas la maison là. Je fouille dans tout le quartier. Je ne retrouve pas la maison. Je me renseigne. Il y a un jeune gars comme ça, il s'appelle Eric, il a une petite pays, une Toyota petit pays rouge comme ça là. Il est comme ça, je fais la descente, on me dit que toi tu parles même de qui? Non, on ne connaît pas la personne. Je dis, hé, c'était qui? Eric avait disparu jusqu'aujourd'hui. Je vous assure, je n'ai plus jamais rencontré ce gars. Je n'ai même plus, je dis que je ne peux pas prononcer son nom de famille. J'ai tapé son nom de famille dans tous les réseaux. Je n'ai jamais trouvé le gars là jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle là, jusqu'aujourd'hui. Donc, ma père, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas vraiment. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su ce que c'était. Tout ce que moi, j'ai dit aux jeunes filles que vraiment, c'est d'avoir le discernement. Parce que si je n'avais pas eu le discernement, peut-être, si j'avais eu les longs yeux comme certaines filles d'aujourd'hui, j'allais prendre cette mallette et peut-être je sais que je ne suis plus en vie. J'ai tellement raconté cette histoire à des amis, même à des relations que j'ai eues dans ma vie, qui m'ont dit que vraiment, tu es chanceuse.
et ton Dieu t'a sauvé. Non seulement ton Dieu t'a sauvé, c'est que tu as d'abord le discernement. Mon Dieu m'a sauvé, maman, la jarre et tout ça. Donc vraiment, que le Seigneur continue à te bénir pour tout ce que tu fais, pour sensibiliser les jeunes et tout le monde en fait, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui vivent certaines choses. Bonne soirée, merci. Voilà, merci. Ah, mais il faut avouer que toi, tu as le gros cœur. Hein. Tu pars chez quelqu'un, tu trouves des trucs bizarres, tu continues à partir. Moi, comme ça, j'aurais arrêté depuis. C'est-à-dire que si il y a quelque part chez moi, je me prends un bon poisson brisé. Tu m'appelles, je ne suis même plus avec toi. Hein? Merci pour le conseil, merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Laissez vos impressions en commentaire. Likez la vidéo s'il vous plaît. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Juste tu cliques sur le pouce là, tu dis like. Comme ça, ça va toucher d'autres personnes aussi. Bonjour TMG. Bonjour. Vraiment merci beaucoup pour cette belle initiative. Ça Merci. permet au moins de comprendre beaucoup de choses et en même temps de pouvoir s'exprimer. Moi je suis ivoirienne. Il y a environ, on va dire 20 ans en arrière. Hein. Oui, 20 ans en arrière. Je venais d'avoir mon bac où j'étais en terminale, je ne me rappelle plus trop. Donc on habitait à Yopougon, c'est un quartier d'Abidjan. On habitait à Yopougon. Et moi, depuis petite, voilà, j'étais une enfant qui n'était pas simple. J'avais des visions, c'était un peu compliqué. Et comme mon papa, il connaissait vraiment le Coran, donc il faisait des versets, il faisait des choses vraiment pour me laver, pour m'épargner, pour pas que je voie vraiment des choses, parce que moi, je voyais tout. Donc, notre cour familial, on a fait un studio qu'on a mis en location. Donc, j'avais une amie là-bas qui vivait avec son chéri. Donc, des fois, on s'asseyait dehors, on papotait jusqu'à une certaine heure, on rentrait. Mon papa, il me disait toujours, toi, reste pas tard dehors la nuit. Parce qu'à chaque fois que tu restes tard dehors la nuit, tu vois des choses, après c'est compliqué. Mais têtu, plus têtu que moi, tu meurs. Donc, mon ami et moi, on était là, on papotait. Pour rentrer au fait dans le quartier, il y a un couloir. Donc moi, j'étais assise, moi je faisais face au couloir. Quand tu prends le couloir, tu sors sur la route. Moi, j'étais assise, je faisais face au couloir. Mon amie, elle était à ma gauche. Et soudain, je regarde dans le couloir, je vois quelque chose. Je ne sais pas si je dois dire, pardon, un monstre, ou vraiment un truc avec une morphologie pas possible. Donc, je suis choquée. Je regarde, je dis à mon amie, regarde ce qui arrive. Elle fait ça, elle dit, mais moi, je vois rien. Je dis, bah, tu vois rien, comment? Regarde, il y a un truc qui arrive vraiment, c'est pas beau, c'est pas un être humain. Elle me dit, moi, je vois rien. Toi, avec tes histoires là, moi, je vois rien. J'ai dit, mais pourtant, le truc, elle dit, ah, je suis désolée, je vois rien. Et là, de l'ombre, le truc, il arrive à la lumière, elle fait ça. Elle me dit, ah, mais attends, mais c'est la voisine. J'ai dit, ben, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, moi, je l'ai bien vu. À l'ombre, là, c'était pas la voisine, c'était quelque chose d'autre. Donc, elle est sortie à la lumière, elle est devenue la voisine. Au fait, on était voisine à une cour. C'était la cour à son grand frère, au fait. Le monsieur, il a pris la retraite, lui, il allait au village. Et puis, voilà, sa petite soeur habitait dans la cour avec des locataires. Moi, j'ai tiqué. J'ai dit, mais attends, donc elle se transforme, celle-là. Moi, j'ai plus rien dit. J'ai dit à ma copine, bah, bonne nuit, on s'est séparés. DMG, je te jure, moi, je suis allée dormir. Le matin, moi, je me réveille, je suis malade. Je peux pas me lever. Je peux rien faire. J'ai le corps affaibli. Non, je dis, comme si on m'a tabassé. Je suis là, ça va pas. Un jour, 2 jours, ça ne fait que s'empirer. Je vais pas bien du tout. Mon papa, il vient me dire, qu'est-ce qui va pas? Je dis, je vais pas bien. Je te jure que même l'eau, je pouvais pas boire. Quand je buvais de l'eau, ça passait pas au niveau de la gorge, l'eau restait là. On chauffait de l'eau, on mettait de l'eau dans un thermos chaud. C'est l'eau chaude, j'arrivais quand même, quand je bois, il y a un peu qui passait. DMG, je suis couchée là. C'est comme si on me vidait de mes forces. Je suis pas bien, je suis pas bien. On va à l'hôpital, il n'y a rien. Ma maman dit, mais ça c'est bizarre. Donc, ma grande soeur connaissait un monsieur Ndozo. Les Ndozo, en fait, c'est les chasseurs africains.
traditionnelle, là, qu'on connaissait un peu dans la famille, hein, par le biais de ma soeur. Elle me dit, attends, on va l'appeler. Donc le monsieur, il arrive. Quand il me voit, il rit. Ma maman lui dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, mais demandez-lui ce qu'elle a vu. Ma mère dit ce qu'elle a vu comment? Il dit, demandez-lui. Elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Et on remerciait Dieu qu'elle est encore là, parce que sa tête, elle est dure. Normalement, quelqu'un de simple aurait vu ça il y a plus longtemps que la personne serait morte. Ma mère me demande, mais qu'est-ce que tu as vu? Donc moi, je suis là, je dis rien. Il dit, si. Il dit, la maladie a commencé depuis quand? Donc on donne la date et tout ça. Il était assis, et puis j'explique la dame, tout ça. Là. Le monsieur me dit, bah voilà, tu l'as vu dans sa métamorphose de sorcière, tu l'as vu, elle s'est transformée. Et voilà, ça passe pas. Et comme j'ai dit, tu es vraiment quelqu'un qui a longue vie et qui est forte, qui a une tête dure, c'est pour ça que tu es encore en vie. Donc le monsieur, il me fait des choses, il me met des trucs, tout ça. Donc on sait maintenant que c'est mystique. Mon père il me dit, tu as vu, je te dis la nuit, reste à la maison. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. On te parle, tu n'écoutes jamais. Et il y avait un vieil Aoussa aussi, qu'on connaissait. Ma mère, ils sont allés le chercher, il est venu. Il m'a regardé, il dit, ça c'est la sorcellerie. On dit oui. Il dit, ok. Il dit, achetez de la viande. Un gros morceau de viande venait avec. Ils sont allés prendre la viande de bœuf frais au marché chez un boucher, ils ont ramené. Le monsieur, il a pris la viande, il est parti. On ne sait pas ce qu'il allait faire sur la viande, il allait faire, il est revenu. Il a dit à ma maman, voici la viande, mets-la nue, frotte-lui la viande de la tête aux pieds, tout le corps entier. Quand tu finis, vous cherchez un chien, vous donnez la viande au chien. Mais il faut que le chien, il mange la viande. On va interférer les âmes, au fait. Le chien, il va mourir à sa place, elle va retrouver la santé. Sinon, c'est pas possible. Ma mère dit, ok. Le monsieur, il part. Ma mère, elle me met nue, elle me badigeonne la viande partout, dans tout le corps, tout. Elle appelle mon grand frère, elle lui dit, tiens, va chercher un chien. Je ne sais pas comment tu vas te donner, trouve un chien, donne-lui la viande. Mon frère, il part. Il tourne, DMG, je te jure. Mon frère, il ne trouve pas de chien. Le chien qu'il trouve, quand on met la viande, le chien, il sent, le chien ne veut pas manger. 2 chiens refusent de manger. Mon frère, il revient, ma mère, elle voit mon frère avec la viande. Ma mère, elle est désespérée parce qu'on lui a dit, c'est la seule chose qui peut me sauver la vie. Ma mère me dit, mais comment? Il dit, mais t'as pas vu, j'ai duré plus d'1 heure de temps. On donne aux chiens, ils veulent pas manger, ils veulent pas. Elle appelle le monsieur. Elle dit, mais les chiens refusent de manger. Le monsieur dit, ah bah débrouille, il faut qu'ils mangent. Elle dit, mais on peut au moins braiser un peu. Il dit, comme vous voulez, griller, faites ce que vous voulez, mais il faut que le chien mange. Donc ma mère essaie un peu de braiser la viande et tout. Elle redonne à mon frère. Et mon frère, il part. Elle dit à mon frère, si tu trouves ce chien, tu t'arrêtes, le chien, il mange. Il finit de manger, tu es rassuré, tu viens. Donc mon frère, il repart encore. Il tourne. Et puis je sais pas, DMG, je te jure comme par magie. Je me dis que forcément, le chien, il a mangé de l'autre côté. Parce que j'étais là et j'ai dit, je sais pas comment vous expliquer. La santé m'est revenue d'un coup, je vous jure. Je dis comme par magie. Je me suis levée. Moi qui étais couchée sur une natte qui pouvait même pas bouger le petit doigt. Je me suis levée, j'ai dit, ah, j'ai faim. Je vous jure, j'ai faim. Et je sors de la chambre, j'ai ma grande soeur, paix à son âme, qui est en train de faire de la salade. Elle me voit, elle est étonnée. J'ai dit, j'ai faim. Elle dit, tu as faim? J'ai dit, oui, je veux manger. Tout le monde est stupéfait, ça va faire peut-être 1 semaine, je ne mange pas. Je mange pas, je suis là, je suis en train de mourir. Ma soeur, elle finit la salade rapidement avec du poulet et puis un pain. Je me suis assise, je dis, j'ai mangé un pain avec la salade, le poulet, tout. Ils sont allés prendre la sucrerie comme j'aimais bien. J'ai vidé la bouteille de sucre, j'ai bu de l'eau, j'ai dit, j'ai fait... Mon frère, il revient, il n'y a pas de viande. Il me voit, ah, elle s'est levée. Maman dit, il dit, oui, on a eu un chien qui a mangé. Ma mère dit, excusez-moi, on est musulman. Elle dit, Allah Akbar. Mon père, il rentre le soir, il me trouve. Il dit, ça va? Je dis, oui. Donc, ma maman lui explique tout ça. Il dit, tu vois, quand je te dis de ne pas sortir la nuit, c'est pas parce que mais parce que toi, tu es un peu spécial. Toi, tu as des visions. Tu vois ce que les autres ne peuvent pas voir. Je dis, ok. DMG, je dors. Le matin, 6 heures. Mon père, il me connaît. Avant, moi, j'avais le cœur, d'après vous les Camerounais, le cœur du lion. Moi, j'étais grave. Je me lève, mon père, il se lève, il me dit, j'espère que tu n'iras pas voir la voisine. J'ai dit, bah si.
c'est ce que je vais faire. Il me dit non. J'ai dit si. Non, DMG. Je me suis levée, je suis sortie. Quand je suis rentrée dans la cour, quand la dame, elle m'a vue, DMG, c'était comme si elle avait vu un fantôme. Elle est restée là, elle me regarde. J'ai dit, toi, tu veux me tuer? Toi, tu sais d'où je viens, tu sais qui je suis? Moi, je ne suis personne, mais tu sais pas, tu me connais pas. J'ai dit, donc toi, t'es une... Non, DMG, la dame a baissé la tête. Même un mot, un son n'est pas sorti de la bouche de la dame, je te jure. J'ai dit ce que j'avais à dire et puis je suis retournée. Mon père, il me dit, toi, je sais plus. Mais la dame, elle a quitté, non, elle a quitté le quartier. Elle a quitté aux dernières nouvelles qu'elle est décédée. Je dis, bah tant pis. Donc voilà un peu mon histoire. Des fois, voilà, je vais vous raconter. Oui, parce que voilà quoi, les histoires de vision, quand on est avec, ça va pas comme ça. Même si ça fait 20 ans, 50 ans, ça est là et voilà, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Donc, il faut vraiment faire attention, faites attention, le monde, il est méchant. Bah, merci beaucoup et puis bah, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire, merci pour l'histoire. Comme tu as le gros cœur, maman. Oui, tu as le gros cœur. Voilà, maintenant qu'on a tué un chien comme ça à cause de ton gros cœur. Un chien a perdu la vie comme ça pour rien. C'est-à-dire que lui, il n'a rien demandé. Il vient porter quoi, il porte ta croix comme ça là. Vraiment. Ok, merci pour l'histoire. Dans les commentaires, dites ce que vous pensez de l'histoire. On fait comme d'habitude. On passe à la 9e histoire. Bonjour la communauté DMG. Bonjour DMG. Mes meilleurs vœux à vous tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Gabon. Précisément à Libreville, dans un quartier que je vais taire le nom. Alors, une jeune fille quittait sa ville natale et arrivait à Libreville. Et cette dernière s'est installée là avec ses 2 enfants. Elle a vécu là pendant longtemps, faisant des petits boulots et autres. Ça n'allait vraiment pas comme elle voulait. Elle avait des longs yeux. Alors, c'est ainsi qu'elle fait la connaissance d'un autre groupe d'autres jeunes filles aussi qui sont en train de se chercher. Ces dernières-là l'accompagnent chez un monsieur qui, soi-disant, devait leur rendre riche. Elle a dit à chacune d'elles de donner leur maman. Chacune d'elles devait donner sa maman. Alors, et c'est ainsi que cette dernière, appelée Julia va faire appel à sa mère au village. De venir, elle avait dit à la maman qu'elle doit venir se reposer. Ah, qui va refuser l'invitation de sa fille, quitter le village pour aller se reposer en ville pendant 1 mois ou 2. La maman a reçu la nouvelle, elle s'est préparée comme nos mamans le font d'habitude quand elles viennent en ville chez leurs enfants. Elle a fait les paquets, elle a fait le manioc, un peu de tout, des provisions. Elle a fait un bon panier, elle a pris la voiture, elle est venue chez sa fille. Sa fille l'a bien accueillie, ça a raconté de tout et de rien. La fille l'a montré sa chambre, la maman s'est couchée. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la fille dit Julia dit à sa mère, bon maman écoute, comme tu es venue là, on va y aller à l'hôpital pour qu'on te fasse tout le bilan. La mère a dit ok, il n'y a pas de souci. Comme ça me fera aussi du bien. Tu sais, nous avec les plantations au village, vraiment, on a beaucoup de maladies et autres, du fait qu'on ne se repose pas et tout et tout. Voilà. La maman était contente, mais la maman, elle ne fumait pas. La majorité des mamans de chez nous dans les villages, les mamans ont la cigarette, elles font, je ne sais pas comment ça s'appelle, elles font la cigarette du genre, les feuilles de tabac, elles font passer ça au feu et puis elles écrasent la poudre là et mettent ça sous la langue. Voilà.
Pareil que ça fait les mêmes effets, ça saoule aussi un peu. La maman, la fille a dit à sa mère, bon écoute maman, demain on va aller à l'hôpital. La mère a dit ok. La fille a dit, faut pas prendre le petit déjeuner, tu dois y aller à jeun. La mère a dit ok. Elle s'est apprêtée, elle a pris sa poudre de tabac, elle a mis sous la langue. Arrivée chez le dit médecin, et le médecin prend la maman. Or, c'était même pas un vrai médecin, c'était un marabout. La maman rentre là-bas, la fille rentre d'abord, elle laisse la mère en salle d'attente, elle rentre là-bas. Elle parle avec lui, avec le soi-disant médecin là-haut. Donc voilà, je suis venue avec elle, elle est là. Ah d'accord, ok, fais l'entrée. Elle appelle la mère. Oh maman, viens, le médecin est là. Et mais tu vas pas rester avec moi parce que tu sais que moi je ne parle pas les mamans dans nos villages, la majorité ne parle pas français. Elle dit, tu restes avec moi parce que tu vas m'interpréter ce qu'il va dire et tout. La fille dit ok, d'accord. Quand le soi-disant médecin là veut dire à la mère, bon, maman, viens t'asseoir sur le tabouret là. La maman, elle est d'abord intriguée. Ah, ça c'est quel médecin? Le plus souvent, les médecins, ils vont t'ausculter, te prendre les paramètres et tout, te mettre sur une table d'examen. Mais ce médecin-là, il me met sur le tabouret. Ça, c'est quel médecin? La maman part s'asseoir quand même sur le tabouret. Elle ne s'inquiète de rien, elle est avec sa fille. Quand le médecin, le soi-disant médecin là, regarde la mère là comme ça, il se fâche. Il dit à Julia, mais ta mère a déjà mangé, je te dis de la mener à jeun, machin. La fille dit, il faut retourner avec elle, moi je peux rien pratiquer sur elle. La mère, elle ne comprend pas le français. Je ne peux rien faire là maintenant. C'est quel travail que je vais faire sur elle? Elle a déjà mangé. L'enfant prend sa mère et sort, arrivé dehors. Elle gronde la mère. Mais je te dis de ne pas manger. La mère dit, ah maman, je n'ai pas mangé. J'ai mangé quoi? C'est même toi qui es venu me réveiller. Tu m'as vu manger à quel moment? Mais le médecin dit que tu as déjà mangé. Ah bon, allons, on va revenir demain. Ah, il retourne à la maison. La mère se change. Elle est là, elle est posée. C'est là, à ce moment-là qu'elle va commencer à manger. 2 jours après, la fille dit encore à la mère, après toi, maman, on va partir chez le médecin. Arrivé encore là-bas, même scénario. Elle revient encore avec la mère à la maison, un gronde de la mère, comme un enfant. Oh, la mère est étonnée de Seigneur Jésus. Je mange à quelle heure? La 3e fois maintenant, le médecin lui dit bien que quand tu vas la ramener, faudrait pas qu'elle, même l'eau ne doit pas toucher. Ok. Le matin, comme d'habitude, la mère prend sa poudre de tabac et met sous la langue. Ça part encore. Arrivé là-bas, elle s'assoit sur le tabouret. Le médecin se fâche encore. Elle dit, je t'ai dit, c'était ta dernière chance. Je t'avais bien dit qu'elle doit venir à jeun. Elle ne doit pas manger. Et là, je vois qu'elle a déjà encore mangé. Tu me prends pour qui? Le médecin se fâche. Pendant qu'ils sont encore sur le chemin du retour, ils attendaient le taxi. La fille enlève les chaussures. Elle enlève la perruque. Elle se déshabille. La pauvre maman, elle ne connaît même pas le quartier où elle revient. Elle ne sait même pas où elle est. Elle sait seulement qu'elle est à Libreville. Mais le quartier, elle ne connaît pas le nom. Elle ne peut même pas retourner seule. Parce que là-bas, elle ne connaît pas où la fille habitait en fait. Voilà le scandale. La fille prend la route. La pauvre mère commence à s'enrouler là. Oh, elle pleure. Elle ne sait pas comment elle va faire. C'est en ce moment-là qu'elle commence à parler en langue. C'est là où les gens de bonne foi sont venus à son secours. Elle a dit qu'elle ne reste pas libre. Elle a donné le nom du village, que je vais taire le nom. Jusqu'à ce que les gens l'ont mise dans la voiture. Elle est retournée dans son village. Donc voilà la petite histoire. Une fille qui avait des longs yeux pour
pour s'enrichir sans rien faire, rien du tout. Elle a voulu sacrifier sa pauvre maman. Voilà, c'était la petite histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Avoir ce genre d'enfant, ça ne vaut pas la peine. Bête, tu restes un parent célibataire, tu n'as pas d'enfant, rien. Que d'avoir un enfant qui peut avoir le cœur de partir te vendre. Je veux aussi dire que il faut vraiment vous assurer en tant que parent que vos enfants soient vraiment épanouis, qu'ils vous aiment. Parce que tout ça dépend aussi de l'amour que l'enfant vous porte. Vous allez élever les enfants comme si c'était seulement les enfants des esclaves. Ah, il va faire là-bas. Ah, mais putain de l'eau. Ah, jamais un moment de reconnaissance. À ce moment-là, même l'enfant, dès qu'il voit comme ça, le jour qu'on me propose 3 millions, là, même 1500, même, je vends les bêtises. C'était vos enfants, c'est vos enfants. C'était bien. Il faut bien garder l'enfant. De telle sorte que quand l'enfant vit loin de vous, il ressent quand même qu'en temps, ma mère est où est, mon père est où est. Vraiment. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la dernière histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est du vécu de ma grande sœur. Alors, l'histoire se passe au Gabon, dans une société que je vais taire le nom. Alors, c'est-à-dire ma grande sœur travaillait dans cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, elle avait des collègues. Et parmi ses collègues de femmes, il y a une qui prospérait d'une manière pas possible. Excusez-moi, je suis grippée, j'ai la voix un peu rouillée. Donc, ma grande sœur là, elle demandait à sa collègue, comment toi tu fais? Nous tous là, on a des salaires moins de 300 000. Comment est-ce que toi tu t'arranges à construire des maisons à 3 niveaux, 4 niveaux, tu fais des voyages? Sa collègue lui dit, bon, mais je fais des tontines. Il dit, mais c'est quelle tontine que toi tu fais comme ça? Tout le temps, ma grande soeur demandait, posait la question à cette fille-là, tout le temps. Après, sa collègue l'a dit, bon, je veux vraiment connaître l'origine de ma prospérité. Elle a dit, toi-même tu vois comment nous tous on est en train de se battre là et tout. Toi tu as déjà au moins 4 maisons. Tu changes de voiture, vraiment. C'est une tontine que tu fais. Il faut m'introduire comme ça moi aussi. Vraiment, moi ça va pas là. Elle a dit, ok. Est-ce que tu as un passeport? Elle a dit, oui. J'ai un passeport. Elle a dit, bon, dans ce cas, tu vas te prendre, je te dirai quand est-ce qu'on va voyager. On va aller au Bénin. Ma soeur a dit, d'accord. C'est comme ça. Elles sont allés jusqu'au Bénin. Ils ont emprunté une moto qui les a conduits dans un village. Arrivé dans ce village-là, comme c'est elle qui était habituée à y aller tout le temps, donc du coup, elle s'était déjà familiarisée avec certaines personnes du village, un peu, voilà. Donc, c'est comme ça, quand elle arrive, elle est joyeuse, elle se sent dans sa chose. Elle salue un peu les gens et tout. Ma soeur, elle était là. Je vous assure que ça, c'est une histoire réelle. Vrai. C'est ma propre grande soeur qui l'a vécu. C'est ainsi que elle présente le monsieur à ma soeur. Elle lui dit, mais papa, j'ai amené ma soeur. Elle aussi, elle veut faire des bains et tout. Des bains de prospérité. Ah, d'accord, ok. Des bains de prospérité, ok, d'accord. C'est ainsi que, pendant qu'ils étaient là, elle était avec le monsieur en question à une distance un peu retirée de ma grande soeur. Les deux étaient là-bas en train de parler, en train de raconter, ça riait aux éclats et tout. Et ma soeur était là.
Elle était là. Elle était là. J'ai dit, ah, comment tu me laisses comme ça et tout. Tu es avec ce monsieur-là, là-bas et tout et tout. Elle dit, ah. Et du coup, elle a commencé à s'inquiéter. Elle s'inquiétait un peu. Elle était là. Tout d'un coup, bon, elle a vu que la dame du monsieur était aussi là. Elle préparait au feu de bois. Elle a dit, ah, maman, viens. Je vais t'aider à faire la cuisine. Donc, les choses qu'ils ont amenées, elle a commencé à nettoyer le poisson, la viande, le dindon et autres. Elle a commencé à nettoyer, à frire. Quand elle finit de préparer, elle dit à la maman que donc, tiens, ça, comme on a déjà fait une sauce là, et puis ce que j'ai frit là, tu pourras garder, ça pourra te servir. Parce que nous, on n'est même pas venu pour durer. On va retourner d'ici 2 jours comme ça. C'est comme ça que la maman là lui dit. Vous, quand vous venez même ici là, c'est quel genre de médicament que vous venez souvent faire? Elle a dit à ma soeur, et ma soeur lui a dit, ah, on vient chercher la vie. Elle a dit, ah, vous venez chercher la vie. Hein. D'accord. Et celle qui est venue avec toi là, c'est qui? Elle dit, en principe, c'est ma collègue. On dit, ah, ta collègue, vous vous entendez bien? Elle a dit, oui, on s'entend bien. Elle dit, voilà. Parce qu'apparemment, quand moi je t'ai vu là, tu as l'air d'une bonne personne. Tu as vraiment l'air d'une bonne personne. Parce qu'elle, quand elle vient, elle est toujours collée à mon mari, là-bas, jusqu'à ce qu'elle retourne. C'est à peine même si elle m'adresse la parole. Mais toi, quand tu es arrivé, ça n'a pas été le cas. Voilà ce qui va se passer. Lorsque vous allez partir à la rivière demain avec mon mari, il va préparer un bain dans une cuvette. Si ta soeur te dit, ta collègue te dit, commence à te laver. Commence à te laver ce bain-là qui sera fait dans la cuvette. Toi, tu vas lui dire, commence à te laver toi, parce que c'est toi qui m'as emmené ici. Tu as compris? Elle a dit, ok. La nuit est en train de tomber. Sa collègue est toujours qu'avec ce monsieur en train de raconter, ça rit aux éclats, ça raconte, ça rit. Ah, jusqu'à ce qu'elle est même allée se coucher. Voilà maintenant au petit matin, le monsieur vient, il appelle ma soeur et sa collègue. Les trois se sont dirigés à la rivière. Il a préparé le bain avec les herbes et autres. Il a mis dans la cuvette. Il a dit à la collègue de ma soeur que non, bon, moi, j'ai déjà terminé. Voilà le bain. Vous allez vous laver avec. Vous faites les vœux, tout ce que vous voulez autre. La collègue de ma soeur dit à ma soeur, voilà, tu voulais savoir où vient ma prospérité et tout. Voilà le bain. Commence à te laver et tu dis tes vœux. Ma soeur a dit non, je ne vais pas commencer à me laver. C'est toi qui m'as amené ici. Commence à te laver toi. Et quand tu auras fini, c'est là où moi aussi je vais passer. Elle a dit, mais comment ça? Comment tu me dis de passer en premier alors que c'est toi qui voulais savoir d'où venait mon aisance, ma prospérité et tout le reste. Non, tu vas te laver. La colère a commencé à se fâcher. Ma soeur lui dit, mais attends, tu te fâches pourquoi? C'est toi qui m'as amené. C'est toi qui as l'habitude de venir. C'est toi qui sais comment ça se passe. Lave-toi et puis moi je vais te suivre. Voilà maintenant une bagarre qui s'éclate entre les deux. Voilà, vous êtes toujours comme ça. Quand vous voyez les gens avec leurs choses, vous voulez toujours mettre votre nez, vous voulez toujours connaître. Voilà, je te dis de te laver, tu ne veux pas. Bagarre. C'est comme ça que la bagarre éclate. Une forte bagarre. Il n'y a personne pour les séparer. Le bon monsieur est déjà retourné au village. Il sait ce qui va se passer par la suite. C'est comme ça que ma soeur prend soulève la cuvette, la renverse ça sur elle. Dès que l'eau a touché sa collègue là, elle a commencé à se transformer en serpent. Elle est rentrée dans le cours d'eau là. Jusqu'aujourd'hui, ma soeur est rentrée au village tout en tremblant. Elle a pris ses bagages. Elle est revenue en ville. Et le lendemain, elle a pris l'avion pour revenir au Gabon.
Elle est allée dans la famille de cette fille-là. Elle est allée leur raconter ce qu'elle a vécu et ce qui s'est passé durant leur voyage et ce qui s'est passé à l'arrivée. Elle a tout relaté à leur famille. C'est ainsi que s'est terminée la petite histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Mais s'il vous plaît, quand vous voulez raconter l'histoire, évitez de marcher, évitez de manger. Choisissez un endroit calme. Ce qu'on fait, c'est sérieux, ce n'est pas la blague. Tu ne peux pas raconter l'histoire, même si c'est vraiment intéressant. Raconter ça en marchant. Genre une balade au quartier. Alors, imaginez vous raconter l'histoire et les voitures passent là. C'est vraiment, ça dérange à écouter. C'est pas bon. Merci pour l'histoire. Donc, je passe, c'est pas trop à cause de ton histoire, mais je veux aussi passer un message à tous ceux qui racontent les histoires. Quand vous voulez raconter les histoires, s'il vous plaît, choisissez un endroit calme, comme ce que moi je fais maintenant ici. Un endroit calme, racontez l'histoire posément et réécoutez l'histoire. Comme ça, vous l'envoyez. D'autres envoient l'histoire. Au milieu de l'histoire, il y a carrément une... Il a parlé, mais ça n'enregistrait pas. Ou bien la voix ne sortait pas. Mais il envoie quand même l'histoire, on va juste ça comme ça. C'est pas bon. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui participent toujours, tous ceux qui like, tous ceux qui envoient les histoires. Merci à vous, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui recommandent même le programme à d'autres personnes. Merci pour la force. Dans les commentaires, dans le premier là, ceux qui causent dans le live chat là, merci à vous tous, je vous salue. Depuis le... Je ne veux pas dire là où je suis actuellement là, bon en tout cas, ceux qui savent. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que dimanche 22, on a un direct sur Facebook, DMG TV. Connectez-vous nombreux et puis on va écouter 20 histoires choisies, 20 histoires vraiment calibrées pour vous faire plaisir et pour sensibiliser plus de monde. Donc, on va aussi attaquer Facebook dorénavant. Alors, à demain 12h pour 10 histoires mystiques.